de toutes sortes ou encore sushi, vous en raffolez. Eh bien, vous ne le savez peut-être pas. Recommencer. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes un crudivore en devenir, une tendance héritée d'un mouvement diétético-alimentaire plus radical né aux United States dans les années 50, le crudivorisme ou raw food. Le principe, manger cru et uniquement le cru. Une histoire de goût, mais pas seulement. Manger cru apporterait plus de minéraux et de vitamines et serait donc meilleur pour la santé. Qu'en est-il vraiment? Est-ce qu'il y a véritablement un intérêt nutritionnel? Est-ce qu'on peut manger cru sans risque? Est-ce qu'on peut tout manger cru? Eh bien, pour répondre à toutes vos questions, Dr Dominique Adèle Cassuto, qui est médecin nutritionniste à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Bonjour. Bonjour. Et on accueille Camilla Prioli, j'y arrive pas non plus aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Chef spécialisée dans la cuisine crue et fondatrice d'Apiculture, qui organise des événements donc, et des ateliers autour de la cuisine crue. Vous allez nous proposer dans quelques instants des recettes de plats crus pour apprendre effectivement à cuisiner cru. Alors, Sarah nous demande si, c'est quelque chose qu'on a dit tout à l'heure, est-ce qu'il vaut mieux manger cru ou cuit pour l'apport en vitamines? Ça change quelque chose? Alors, pour l'apport en vitamines, si on prend vraiment l'apport en vitamines, oui, il y a effectivement moins de vitamines quand on cuit les aliments. Alors, il y a des techniques pour maintenir quand même les vitamines. Alors, pour les minéraux, quand même, la cuisson maintient les minéraux. Surtout quand, par exemple, quand on fait des légumes dans de l'eau bouillie, par exemple, on fait un bouillon. Si on garde le bouillon, on peut récupérer les minéraux. Pour les vitamines, non. Il n'y a que... parce que la vitamine C, les vitamines sont quand même très sensibles à la chaleur. Donc c'est vrai que si on mange que des aliments cuits, on va moins avoir de vitamines. Sauf pour la provitamine A, si j'ai bien compris dans mes recherches là, finalement, parce que du coup, grâce à vous, j'ai fait des recherches. Et la provitamine A est mieux assimilée finalement quand c'est cuit, et le lycopène de la tomate. Donc ça, c'est pas une vitamine, c'est quand même un antioxydant très intéressant. Donc finalement, la sauce tomate, ça a du bon, parce que c'est cuit, et que le lycopène de la tomate est mieux assimilé dans la tomate cuite. Donc vous voyez que ça commence le débat. Ça commence bien le débat. Alors, on nous demande si on peut préparer ces jus de légumes ou de fruits le soir et les mettre au réfrigérateur pour le lendemain matin. Janine, apparemment non. Pas les jus, parce que toutes les vitamines se perdent. Si on fait des jus, on enlève les fibres. Du coup, on enlève le principe les antioxydants ne sont plus là. Donc, ça s'oxyde au bout de 10 minutes. Donc, c'est pas la peine il faut même en plus le boire vite. Il faut le boire tout de suite. J'ai lu dans certains endroits qu'on pouvait les congeler. Alors, on peut congeler, là, c'est pas pareil. Si c'est fait, on congèle, voilà. Là, oui. Là, du coup, on peut congeler. C'est la question qu'on a, légumes et fruits crus surgelés. Les congeler. Donc ça, c'était une des choses que j'ai vues. Il y a même des gens qui font des extractions. Alors, l'extracteur, c'est pour faire justement des jus. Ça retire tout le jus. Les extracteurs, c'est un peu... ça enlève les fibres. C'est le mieux, en fait. Ça retire les fibres et on garde que le jus. Ça n'a d'intérêt que si on a des problèmes digestifs, etc. On ne peut pas manger de fibres. Voilà, et que par exemple on est malade et on ne peut pas manger de fibres. Autrement, ce qu'on peut faire, c'est des smoothies, des green smoothies, parce que là ils sont intéressants, c'est des fruits et des légumes feuillus. Et là, ça se conserve plus. Parce qu'on conserve les fibres, ça peut se conserver jusqu'à 3 jours. D'accord, si on enlève effectivement les fibres, il faut consommer tout de suite. Tout de suite. D'accord. J'ai vu le témoignage d'un naturopathe qui mange uniquement des fruits et des légumes crus depuis 50 ans, sans carence. Qu'en pensez-vous, Angélique? On va demander au docteur. Parce que juste, qui mange uniquement des fruits et des légumes crus, est-ce qu'il ne mange que ça et rien d'autre? Ou est-ce que ces fruits et les légumes, il les mange que crus? Là, pour le coup, c'est un vrai végétalien, même pas un végétarien, parce qu'il donne du coup... il faut qu'il prenne quand même en complément beaucoup de céréales, même pas si c'est cru, même des graines, des fruits. Normalement, on mange, je pense qu'elle n'a pas pu le dire dans sa question, mais quand on mange des fruits, quand on mange tout cru, on mange aussi des oléagineux et des graines. Et beaucoup de légumes. Parce que s'il n'y a que des fruits et des légumes, effectivement, il y a des carences. Il y a quand même des carences en fer. À mon avis, les carences en fer doivent être... Alors, a priori, quand on est végétalien, on peut manquer de vitamine B12. On ne la trouve plus tellement à l'état végétal, sauf dans la consoude, en fait, qui est une herbe qui ressemble à l'ortie. C'est une mauvaise herbe, mais c'est une bonne herbe puisqu'elle contient de la vitamine B12 et une microalgue aussi, la clamate. Donc, on peut se supplémenter ou voilà, c'est la seule chose qui peut manquer, mais c'est à partir de 4 ans. Sinon, il reste dans 4 ans de végétalisme
100% végétalien, là oui. Pour faire ses courses, beaucoup de temps. Alors, ça demande un petit peu... Et on rappelle que les enfants ne doivent pas suivre de régime végétalien, on est d'accord. Les enfants, les femmes enceintes, il faut faire quand même qui sont fragiles. Voilà. Les carottes, radis, céleri cru, why not, dit Martine. Mais pour les asperges, choux, poireaux, comment est-ce possible, Martine? C'est vrai que des asperges... Les asperges, non. C'est pas évident, mais on peut les émincer à la mandoline. Ce qu'on ne doit pas consommer cru, c'est les pommes de terre, sauf en jus. On peut, pour l'estomac, on peut prendre du jus de pommes de terre. C'est ce qu'on fait en naturopathie pour certains problèmes digestifs. En revanche, il y a beaucoup d'alcaloïdes et beaucoup de cellulose, donc on ne peut pas les manger crus. Oui, parce que la cuisson, quand même, c'est un intérêt quand même. C'est un intérêt pour manger toutes les céréales, c'est un intérêt pour manger certaines viandes. La digestion est quand même meilleure pour toutes les fibres. Ça dépend parce qu'on a beaucoup de techniques dans la raw food qui sont des marinades, par exemple, pour les fibres dures. Oui, mais les marinades, c'est presque des cuissons. Oui, tout à fait. Donc, mais on est déjà dans la cuisson. Il n'y a pas la chaleur. L'idée, c'est qu'on conserve, c'est à moins de 45 degrés. Oui. Certains diront 42 degrés. Quand on fait des marinades, il n'y a pas de cuisson du tout. On a d'autres techniques, c'est la déshydratation. Là, on retire seulement l'eau. Ça permet de conserver les aliments et de conserver tout ce qui est vitamines, enzymes, minéraux, etc. Voilà, il y a plusieurs techniques. La lactofermentation, il y en a beaucoup. Oui. Voilà. Enfin, c'est basé quand même sur une philosophie de ne pas du tout vouloir manger du cuit, mais ça vient d'où en fait? Alors c'est le mouvement de la raw food qui vient des États-Unis. C'est des personnes qui au départ étaient malades, soit qui avaient un cancer, soit qui avaient des problèmes cardiovasculaires, dont une oncologue, Anne Wigmore, qui a fait qui a utilisé cette alimentation sur elle-même. Donc il y a pas mal de choses dans les lectures anglo-saxonnes. En France, c'est vrai que c'est très récent, donc on met tout de suite le holà, on a très peur, mais c'est simplement parce qu'on ne trouve pas de lecture. Non, moi, c'est pas que ça me fait peur, c'est que c'est quand même pour moi une régression psychique, parce que le cuit, c'est quand même la base de la civilisation. C'est la base de la civilisation qu'on faire les bistros. Mais quand on dit là aujourd'hui manger cru, il y a des gens qui mangent tout cru, et puis il y a des gens qui simplement aiment le poisson cru, aiment le tartare et les carpaccio, et aiment manger ça. Il n'y a pas de souci. Et là, on est dans deux choses différentes. Voilà, on reprendra éventuellement, les dangers du manger cru. Ça éventuellement, j'imagine que vous allez poser ça parce qu'il y a quand même des questions et quand vous faites ça, vous avez l'air de faire ça très bien avec beaucoup de doigté, mais il y a des gens quand même qui peuvent faire très très attention. Mais quand même, le cuit, c'est le début. Il n'y a aucune civilisation qui ne cuit pas ses aliments. C'est un témoignage qu'on a. Je suis d'accord avec vous, la maîtrise du feu, une des plus grandes conquêtes de l'homme, le manger cru. C'est quand même la base de la nature, le passage de la nature à la culture. C'est quand même les bistrots. Ce n'est pas parce qu'on mange cru ou vivant, comme on dit aussi, alimentation vivante, qu'on ne peut pas du tout manger de cuit. Non, mais c'est ça. Voilà, c'est autre chose. Une question intéressante, Marina. Okay. C'est pas moi qui la pose, mais quand même, est-ce qu'il y a des âges où il faut éviter le cru? Des âges, alors peut-être les tout petits, déjà les enfants, les femmes enceintes, on a dit, enfin, à la limite, je sais pas, peut-être pas, mais en tous les cas, moi, pour mes patientes enceintes, pas de poisson cru, pas d'aller à faire attention surtout par rapport à la listériose, par rapport à tout ce qui est toxi-infection alimentaire. Et puis les points toxoplasmose aussi, bien cuire quand même les viandes, bien cuire. Bien sûr. Alors, pardon, je souligne simplement la raw food, c'est de l'alimentation vivante, c'est végétalien. Ça n'est pas du tout des viandes et poissons, d'accord. Fromage, tout ce qui est produit d'origine animale, on la consomme. Donc il faut ne faire consomme quand même très attention pour les enfants. Donc il n'y a pas de bactéries toutes ces bactéries-là. On nous demande quelles sont les précautions à prendre pour faire un carpaccio de saumon. Justement, on va parler des dangers du poisson cru. Justement, sushi à midi, carpaccio de truite le soir. Depuis quelques années, le poisson cru a révolutionné nos assiettes. Vous êtes de plus en plus nombreux à les préparer vous-même, mais attention, cette pratique culinaire n'est pas sans danger. Le point avec Céline Martel et Maxime Soulard. Sushi, tartare, marinade, cuisiner le poisson cru est en vogue. Riche en oméga 3 et en vitamines, il est paré de toutes les vertus. Après l'avoir savouré au restaurant, on veut aujourd'hui le préparer à la maison. Mais pour les débutants, les livres de recettes ne sont pas toujours suffisants. Le poisson est un ingrédient très délicat. Alors, on va attaquer cette fois-ci le taillage des dorades. Dans ce cours de cuisine, on apprend à accommoder la dorade crue avec de la mangue et du citron vert. Ok, donc là, on va simplement désarrêter le poisson, retirer la peau du filet
tailler en petits dés, tout de suite débarrasser dans notre bol qui était au réfrigérateur jusqu'à maintenant, d'accord, pour ne pas rompre la chaîne du froid. Okay. Si le respect de la chaîne du froid est si primordial, c'est que des bactéries comme la listeria se développent très vite dans le poisson mal réfrigéré. Des bactéries normalement tuées lors de la cuisson qui vont survivre dans ces préparations crues. Pour les éviter, mieux vaut choisir le poisson le plus frais possible. Encore faut-il reconnaître ces signes de fraîcheur. Quand ils sont entiers, les poissons, c'est assez simple de s'en rendre compte avec les yeux qui sont bien brillants, les ouïes qui sont bien rouges, la raideur du poisson par exemple. D'accord ? Quand ils sont déjà en filet, c'est plutôt à l'odeur que vous allez vous en rendre compte. C'est plus difficile à voir une fois qu'ils sont en filet. Après, il faut avoir confiance en son poissonnier, puis pas hésiter à lui expliquer que c'est pour manger cru aussi, quoi. Il faut se renseigner en particulier sur la provenance des poissons. Le poisson sauvage est beaucoup plus dangereux que celui d'élevage. Le risque majeur, ce sont les parasites qui l'ingèrent et qui survivent dans sa chair même après la pêche. Démonstration avec ces maquereaux, achetés sur les tables d'un poissonnier. Donc là, j'ai trouvé une larve d'anisakis. C'est une larve d'un ver. En fait, c'est ce qu'on trouve le plus fréquemment à côté des viscères des poissons. Tous les poissons, quelle que soit leur origine, mer, océan, sont susceptibles d'être parasités par ce ver. En quelques heures, un seul de ces vers suffit à provoquer des crises d'urticaire et de violentes douleurs à l'estomac. Les cas les plus graves nécessitent le recours à la chirurgie. Plusieurs jours après avoir consommé un poisson parasité, on peut présenter des troubles digestifs qui peuvent correspondre globalement à une tumeur digestive. Et là, quand on va opérer le patient, on va se rendre compte que cette tumeur en fait est centrée sur une larve de ver qui a provoqué une inflammation importante. Cette larve est extrêmement résistante. Elle peut survivre plusieurs jours dans les marinades au vinaigre ou les préparations au jus de citron. Voilà, essayez d'avoir un petit peu de tout. La seule solution pour s'en débarrasser, c'est une congélation profonde à moins 20 degrés pendant 24 heures. Dans nos congélateurs domestiques moins puissants, il faut compter au moins une semaine. Assaisonner au dernier moment et dresser les assiettes juste avant la dégustation. Enfin, n'hésitez pas à les terminer, car on ne doit jamais resservir le tartare. Je sais que j'aime plutôt bien le citron, je pourrais en remettre un peu. Après, on peut le mettre. Voilà, bon conseil à suivre pour éviter les soucis. Non, mais je même pas en disant, je dis sushi, même pas. On va passer à des recettes plats et desserts tout crus. Voilà, donc il va y avoir en fait des spaghettis de courgettes avec une sauce primavera. Et ensuite, on va faire des tartelettes aux fraises crues, donc avec une pâte crue. Alors, juste avant qu'on commence, c'est une bonne solution ça pour faire manger les ados, pour que les légumes mangent des ados. Tu manges des ados. Les ados mangent des légumes. Ça, c'est vrai que les adolescents, qui en général on dit que les enfants, les ados n'aiment pas les légumes, en fait, ils aiment bien tout ce qui est croquant, tout ce qui est vert, tout ce qui est frais. Donc c'est vrai qu'une astuce pour faire manger les légumes aux adolescents, enfin les enfants, mais les ados, c'est de leur montrer des choses comme ça, cru. Voilà. Alors on y va. Donc ça c'est en plus assez ludique parce qu'on va utiliser des courgettes. Ça rappelle un peu les vraies pâtes, donc, en tout cas au niveau de la forme. Voilà. Et puis au niveau du goût, on va retrouver aussi des choses intéressantes avec la sauce tomate. Là. D'accord. Donc là je fais des spaghettis simplement avec un rouet à légumes. Pas mal ça. Il y a les ingrédients qui vont s'afficher, normalement, vous allez pouvoir les voir apparaître. Ça se trouve partout ça ? Ça se trouve, oui, c'est assez facile à trouver. Vous voyez, vous en avez des tomates séchées, réhydratées. Voilà, des tomates fraîches, un peu d'huile d'olive, un petit peu de vinaigre de cidre non pasteurisé, comme ça on garde les enzymes, une gousse d'ail, du sel d'Himalaya et de la date, soit réhydratée. Du sel d'Himalaya, c'est si vous avez les moyens quand même, parce que c'est un petit peu cher. S'il vient pas de là-bas, il est pas bon. C'est vrai qu'il est bon, mais il est un petit peu. Mais en fait, il y a moins de sodium, il y a plus de minéraux, et voilà. C'est joli, en plus il est rose, mais bon. En plus, c'est joli, vous l'avez aussi comme ça en pierre. Donc mais sinon, prenez du sel normal, c'est pas grave. Voilà, on peut faire ça aussi. Donc, on a nos spaghettis. Voilà. On peut les faire plus gros, on trouve des machines qui font des spaghettis plus épais que ça, voilà. Là, j'ai pris ça, c'est un peu moins encombrant. Et maintenant, on va faire une sauce tomate avec, donc on a besoin d'un mixeur et on a besoin de tomates fraîches. Voilà, et de tomates déshydratées qu'on a réhydratées. Voilà, donc on va utiliser... On n'épluche rien, c'est pas la peine, ça c'est pratique. Non, c'est pas la peine. C'est même beaucoup plus intéressant si on épluche des choses dans la peau. puisque les vitamines, on les a très bien lavées. Ouais.
Tout à fait, et c'est du bio. C'est du bio. Ça, voilà. Oui, non, c'est là. Vous avez mis quoi dedans là? Donc j'ai mis un petit peu de pâte de dattes. C'est comme des dattes réhydratées. C'est juste pour équilibrer l'acidité en fait. Vous trouvez ça dans les magasins bio aussi? Dans les magasins bio. Autrement, on peut trouver aussi des dattes Medjool qui sont les plus grosses, qui ont le plus de chair. On a le choix. Voilà. Un petit peu de vinaigre de cidre pour les enzymes aussi et pour le goût. De l'ail frais ou déshydraté, et voilà, attention, ça va faire du bruit. Je vais mettre aussi quelques petites herbes, donc voilà, origan, marjolaine, thym. Madame parle beaucoup d'enzymes, peut-être pour les auditeurs. Donc, les gens qui disent qu'ils veulent manger que cru, c'est justement parce que la cuisson, ça tue les enzymes. Les enzymes, c'est des protéines, donc avec la cuisson, et les enzymes, c'est très important. Alors, c'est vrai que la mastication, par exemple, quand on a dans la salive, on a beaucoup d'enzymes dans la salive. Donc ça, c'est intéressant. Nous aussi, même quand on dit à nos patients pas forcément de manger cru, on leur demande de mastiquer longtemps, de mâcher beaucoup. D'ailleurs, il y a même des chercheurs qui viennent trouver que dans la salive, certaines personnes ont des salives déficientes, et c'est peut-être pour ça qu'ils absorbent moins bien. Voilà. Donc, voilà. Oui, ça va. Si on veut mettre du cru, au moins de commencer par des choses crues. Les gens qui mangent cru, quand même, c'est beaucoup des choses coupées, mixées, justement. D'accord. Ça va faire du bruit. Hein. Allez, justement. Vous l'avez un petit peu. C'est important de secouer. J'aurais pu ramener un plus gros appareil, ça marchait plus, mais celui-là, il est rapide et il est aussi transportable facilement. Voilà. D'accord. Donc je vais mettre la petite sauce tomate. Voilà. Et on va pouvoir... Voilà. Ça, c'est pas mal. Voilà. Ça paraît bien. Voilà. Et c'est vite fait. C'est bon. On va passer au dessert, sinon on n'aura pas le temps. Oui, tout à fait. Alors, le dessert... Ça sent bon, en tout cas. Très voilà, bon. on va faire simplement une pâte. Alors, une pâte crue, on n'utilise pas, bien sûr, de blé, sauf si c'était du blé germé éventuellement, des graines de blé. Mais non, Michel, vous êtes très bien habillée. Oh là là. Ah, ça sent très bon, votre sauce. Merci. Alors, donc, je vais mettre pour le... Pardon, c'est dommage quand même. On va regarder tous les ingrédients de la tarte aux fraises. Il faut de la pâte de date, des amandes, des fraises et du sucre de coco. Voilà, et vous aurez ça évidemment sur allodocteur.fr, toutes les recettes. Voilà, donc je vais mettre de la pâte de date, mais d'abord je vais mettre des oléagineux. Donc je vais mettre des amandes et des noisettes. Ça aurait pu être des noix de Grenoble. Alors là, je les prends comme ça, mais c'est très important aussi pour les enzymes et pour la digestion de les faire tremper et déshydrater ou sécher. Voilà, sinon il y a des inhibiteurs d'enzymes qui sont pas très bons pour la digestion. Je sens que ça va faire du bruit. Voilà, ça va faire beaucoup de bruit, désolé, mais ça va aller très vite. Allons-y. Quand on dit qu'on est en direct, c'est vrai. Hein. On vous dit ça fait du bruit, c'est comme ça. Donc là, on obtient une pâte de date. Voilà. Et en fait, elle va une pâte à tarte crue, voilà. Notre pâte de date, c'est ce qui va permettre que ça colle. D'accord. Donc voilà, on laisse combien de temps? On n'a pas besoin de laisser. On a juste à mettre dans des petits moules. Ok. Voilà. Et ensuite, on met des fraises. Voilà. Alors les fraises, on va leur mettre un petit peu de sucre de coco, qui est très intéressant parce qu'il ne fait pas monter l'index glycémique. Donc c'est très intéressant pour les diabétiques et ça apporte aussi beaucoup de minéraux. Voilà, ça va faire un petit sirop. Donc j'y vais à la main. En cuisine crue, on utilise beaucoup les mains en fait, parce qu'on masse les légumes justement pour la digestion. On va masser les légumes, on va masser. Là je ne vais pas masser parce que c'est des fraises, mais voilà. Donc hop, on met simplement sur sa pâte à tarte des petites fraises. Voilà, ça aurait pu être des pommes, ce que vous voulez. D'accord. Et voilà. Et c'est prêt. Et c'est prêt. Effectivement, c'est simple. Sucre de coco, c'est effectivement quelque chose de... Je ne sais pas. Non plus, ça sent bon, mais c'est pas mal. Voilà, c'est intéressant. Non, mais madame, vous ne pouvez pas tout savoir. Hein, ça nous arrive nous aussi. Toutes ces recettes, c'est sur allodocteur.fr. On va retourner là-bas pour finir les questions. Vous allez nous rejoindre dès que vous pouvez, dès que vous êtes essuyé un tout petit peu les mains si vous voulez, si ça vous arrange. Merci. Alors,
La semaine dernière, le vin et aujourd'hui le poisson cru. Heureusement que j'accouche bientôt car c'est pas facile de tenir avec vous. Céline, ah ouais, on savait pas Céline, sinon vous pensez bien on aurait trouvé un autre sujet. Est-ce que la nourriture crue est plus rassasiante? Alors, peut-être que c'est grâce au fait qu'il faut mastiquer. Alors que ce soit cru ou cuit. Oui, qu'il y a beaucoup de fibres, oui, bien sûr. Ça, c'est sûr. Donc, même quand on ne prescrit pas de l'alimentation crue, on demande aux gens de mastiquer et surtout de manger plus de légumes parce que ça participe au rassasiement, bien évidemment. Alors, manger que cru, c'est encore plus rassasiant puisqu'il va falloir mâcher beaucoup. Donc, alors, oui, il y a aussi autre chose, ce qui peut rassasier, c'est la densité nutritionnelle en fait. Oui. On a versus calories vides, là on consomme des petites quantités avec une forte densité nutritionnelle. Mais ça rassasie. Juste pour revenir sur la mastication. Et sur quelque chose que vous aviez dit tout à l'heure, juste pour qu'il n'y ait pas que les gens ne pensent pas des choses fausses, quand vous disiez que c'était effectivement un moment venu à la mode par une femme qui avait eu un cancer, évidemment, ça n'est pas le traitement des cancers, c'est une évidence. On vous le précise, bien sûr, qu'il n'y ait pas de... Il y a en revanche aux États-Unis des instituts qui utilisent l'alimentation vivante, surtout à base de jus, pour soigner beaucoup de maladies. Voilà. Mais c'est pas du tout ce qu'on préconise. Reste radiothérapie, chimiothérapie et chirurgie, évidemment. C'est quelque chose en plus qui peut être intéressant. Vivante, c'est de la prévention. Voilà. Je suis gourmande de viande rouge, le bœuf en particulier, puis j'en mangeais chaque jour et très saignante, voire presque crue. Alors, les recommandations, voilà, les recommandations ANSES ou OMS, c'est pas de manger de la viande rouge tous les jours. Donc ça, c'est sûr que c'est peut-être pas fantastique, qu'elle soit crue ou cuite. Oui, ça changerait. Voilà. C'est plutôt par rapport à l'apport en acide gras saturé. Et, bon, après, par rapport à ça, c'est la viande rouge. Maintenant, je me posais la question aussi, il n'y a que la viande rouge qu'on mange crue, en fait, finalement. Le canard, je sais bien, mais le canard, on peut manger cru. Les magrets de canard, ça peut se manger cru. La volaille et le porc, jamais, en fait. Le veau, ça se mange plus dans les préparations. Le canard aussi. Certaines préparations. Voilà. Les Asiatiques font parfois de la volaille, effectivement. Alors, les poissons aussi, on a vu en carpaccio. Vous mangez que cru? Non, justement, parce que la cuisine crue, pour moi, c'est du plaisir. L'alimentation vivante, c'est du plaisir et aussi c'est pour le côté santé, mais c'est plus pour le plaisir. Mais j'aime aussi manger du cuit. En revanche, moi, en tout cas, je suis un régime, mais c'est pas un régime, je suis végétalienne depuis 12 ans et en parlant des carences, je fais des tests sanguins chaque année, j'ai pas de carence du tout, j'ai pas de cholestérol, je suis en très bonne santé. Voilà, ce que je dis toujours quand les gens viennent me voir pour manger, parce que les adolescents justement qui veulent manger qui veulent être végétariennes alors qu'ils sont dans une famille où c'est pas du tout le cas, je dis toujours quand on veut être végétarien, végétalien, il faut s'en donner les moyens. Oui, alors vous en donnez, évidemment vous en donnez les moyens, vous mettez des germes, il faut s'y connaître. Pourquoi pas. Après, socialement, c'est pas évident au niveau des sous, au niveau de la famille. Il faut compléter avec ce qui pourrait manquer. Juste un mot, on parlera justement de la bonne alimentation pour bien vieillir demain. Enfin, c'est une partie de l'émission Les pouvoirs extraordinaires du corps humain, demain soir sur France 2 à 20h30. Merci beaucoup à toutes les deux. Demain, dans Allo Docteur, on retrouvera vos recettes, évidemment, qui seront largement expliquées. Demain, toujours dans Allo Docteur, on parlera de la réparation des blessures des mains qui sont extrêmement fréquentes et de leur prévention. Et puis, un appel à témoin, Michel. Suite à un grave accident, vous avez eu plusieurs fractures des jambes, des bras. Vous avez été pris en charge par le SAMU. Votre témoignage nous intéresse. Vous nous racontez vos mésaventures sur le plateau d'Allo Docteur. Vous nous contactez au 01 58 88 85 21 ou sur allodocteur.fr. On vous retrouve demain. Merci. Très bon après-midi. Au revoir. Allo Docteur vous reçoit sans rendez-vous sur France5.fr.